Bonjour Marie-Hélène, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Marie-Hélène, tu es sociologue et tu viens de coordonner avec Jeanne Demoulin, spécialiste de sciences de l'éducation, un ouvrage collectif aux éditions C et F intitulé Jeunes de quartier, le pouvoir des mots. Alors c'est un abécédaire à plusieurs mains, des chercheurs et des chercheuses d'une part, et d'autre part des jeunes de quartier, ça qui livre des récits issus d'ateliers d'écriture que vous avez fait pendant plusieurs années. Les jeunes de quartier que vous êtes allés rencontrer viennent tous de villes de banlieue parisienne. Tu t'interroges au début, en introduction de l'ouvrage, sur la pertinence du concept de jeunes de quartier. Si on peut interroger son homogénéité en général selon de multiples aspects, qu'est-ce qui fait la pertinence selon toi de l'expression consacrée jeunes de quartier? Alors, on a beaucoup hésité à reprendre cette expression, en fait. Mais c'est l'expression qui est utilisée par les jeunes. Nous, dans notre projet de recherche, notre thème, c'était jeunes des quartiers populaires. Et quartier populaire, pour la plupart des jeunes, ça voulait pas dire grand-chose. Ils prenaient populaire au sens de connu, voilà, bien aimé, mais ils mettaient pas ils mettaient aucune description derrière. Ils s'y reconnaissaient pas. Par contre, ils disaient oui, on est des jeunes de quartier. Donc c'est pour ça on a repris cette expression qui en même temps, pour certains d'entre eux, est d'abord stigmatisante, parce qu'ils ont l'impression d'être assignés à une identité de jeunes. Alors, déjà, la catégorie de jeunes est discutable. On sait que c'est une catégorie qui évolue dans le temps, qui s'est beaucoup allongée, qui a des sens différents selon les groupes sociaux avec lesquels on travaille. Et puis, donc, la catégorie de jeunes est discutable et la catégorie de quartier peut être aussi enfermante. Donc, ce que montre finalement la recherche, qui peut être un peu paradoxal par rapport au titre de l'ouvrage, c'est pour ça que on a aussi affirmé le pouvoir des mots, c'est que cette catégorie, elle renvoie à une diversité de contextes d'abord, parce que les quartiers populaires sont des quartiers très divers. On a travaillé dans des grands ensembles comme les Tarterets à Corbeil, ou dans des quartiers en gentrification dans le 18e arrondissement, ou d'autres quartiers comme le centre-ville de Saint-Denis. Donc on a une très grande diversité de formes urbaines. Et puis ces jeunes, eh bien, ils sont très divers. Ils ont des trajectoires personnelles, des trajectoires familiales, des aspirations qui sont très différentes. Donc finalement, ce projet de recherche, cet ouvrage fait éclater, c'est cette catégorisation jeunes de quartier, en montrant que y a derrière cette catégorie une grande diversité, mais qu'il y a aussi des points communs, il y a aussi des expériences qui sont partagées, en particulier bien l'expérience de la stigmatisation, l'expérience de la discrimination, qui font point commun. Alors justement, cette expérience de la stigmatisation et de la discrimination comme point commun, est-ce que tu penses que ça peut constituer enfin, à partir du moment où il y a une constatation collective en fait de stigmatisation, est-ce que tu penses que ça peut constituer une force en fait que de le constater collectivement? Est-ce que tu penses que ça peut être considéré par exemple comme une force propulsive politiquement pour ces jeunes? Je pense notamment, par exemple, aux mobilisations contre les violences policières, qui ont constitué à un moment, et qui constituent d'ailleurs encore dans certains territoires, des moments en fait où les jeunes se réunissent sur une même stigmatisation et arrivent en fait à faire une proposition politique très forte. C'est pas exactement ce qu'on a constaté en fait. Ce qu'on a constaté, c'est que il y a une conscience diffuse en fait des inégalités, de la stigmatisation. De la stigmatisation est beaucoup parlée par les jeunes, mais de la discrimination, et que la conscience de vivre dans un paysage, voilà, dans une société dans lequel on est en bas de l'échelle sociale et dans laquelle on vit des formes de discrimination. Donc, cette conscience est diffuse, elle est dite, elle est racontée à partir d'une série d'anecdotes, mais elle n'est pas forcément conscientisée en discours politique. Alors, on s'est interrogé sur le pourquoi, et une des raisons, c'est que quand on est jeune, notamment, ça a un coût
finalement, de considérer qu'on vit dans une société inégalitaire, dans une société où règne la discrimination, parce que c'est aussi penser l'avenir en se fermant des portes d'une certaine façon. Donc oui, il y a cette conscience, on peut dire diffuse, mais elle se transforme pas forcément en politisation. Alors il y a par contre des moments, des expériences qui peuvent contribuer à la transformer en politisation. Je pense que le travail qu'on a fait est un moment de conscientisation pour une partie des jeunes, pas pour tous, mais pour une partie des jeunes. Il y a au lycée, par exemple, il y a dans le rapport à l'université, pour un certain nombre de jeunes qui vont à l'université, des moments où eh bien, on va passer à cette forme de conscientisation. Il y a eu le mouvement lycéen, par exemple, qui a été aussi l'occasion de cette conscientisation, le mouvement des Gilets jaunes, par exemple. Mais il n'y a pas du tout d'automatisme entre une situation que les jeunes connaissent, voilà, où ils savent reconnaître le poids des inégalités et une conscience politique. Et par ailleurs, cette discrimination, elle est plus souvent nommée à partir du territoire qu'à partir de catégories sociales ou de catégories ethno-raciales. C'est-à-dire que les jeunes vont parfaitement opposer leur quartier, donc les quartiers, comme ils disent, au Paris, qui est un Paris pour eux, qui est un Paris blanc et bourgeois, donc à des espaces bourgeois. Et là, l'opposition, ils la construisent tout à fait. Beaucoup plus qu'ils ne mettront des mots voilà, en termes social et en termes ethno-racial. Alors, un autre point qui fait l'homogénéité, entre guillemets, de ces jeunes de quartier, c'est aussi des mythologies fortes qu'ils peuvent avoir en commun, comme par exemple, vous parlez de l'histoire de Zied et Bouna, morts en 2005 à Clichy-sous-Bois après une course-poursuite avec la police. Qu'est-ce qu'en disent les jeunes que vous avez interrogés et surtout, qu'est-ce qu'ils en font de cette histoire ou qu'est-ce qu'ils veulent en faire de cette histoire? Alors c'est un élément qui nous a beaucoup intéressé parce que on a fait avec les jeunes un exercice ou un jeu qui s'appelle Grande Histoire et Petite Histoire, où on demande aux jeunes de donner de citer des événements qui ont été marquants pour eux. Et à partir de ça, on a construit une fresque, alors à la fois dans chaque quartier, puis ensuite on a fait une grande fresque. Et on s'est aperçu qu'il y avait peu de choses sur l'histoire des quartiers populaires. Et ensuite, dans les entretiens qu'on a fait avec chacun des jeunes, quand on disait 2005, peu de jeunes finalement savaient ce qui s'était passé en 2005. Par contre, une grande majorité nous parlait de Zied Bouna. Donc, ils avaient mis des noms sur des rapports violents avec la police. Alors même qu'ils étaient ils étaient très jeunes à l'époque de Zied Bouna parce qu'ils ont tous entre 17 et 25 ans en gros. Oui, tout à fait. Donc cette question des rapports, enfin de la violence policière dans les quartiers populaires est quelque chose qui est vraiment partagé, conscientisé par les jeunes, qui revient de façon très forte, et en particulier dans deux des quartiers sur lesquels on a travaillé, qui sont Clichy-sous-Bois, parce que bon c'est le quartier Zied Bouna, c'est là qu'ont commencé les révoltes de 2005, et Corbeil, où il y a en permanence voilà des rixes, des conflits avec la police. Et donc ça montre que cette question des rapports avec la police est une question majeure dans la façon dont les jeunes vivent leur quartier, et c'est ressorti de façon très forte. Et donc dans Zied Bouna, ce que les jeunes, notamment de Corbeil et de Clichy, mettent, c'est leur présent en fait. C'est-à-dire qu'ils se voient dans cette situation-là, dans cette violence-là, et ils voient que finalement peu de choses ont changé, si ce n'est même peut-être qu'elles se sont aggravées. Alors, il y a un concept auquel vous consacrez un chapitre, mais qui en fait après revient dans plusieurs chapitres, c'est celui de l'avenir. Dans quels horizons les jeunes que vous avez interrogés se projettent? Tu disais que ce qui faisait leur homogénéité, c'était leur expérience de la stigmatisation, mais leurs rêves, est-ce qu'ils sont empreints de cette hypothèse de stigmatisation, ou est-ce qu'ils arrivent à rêver plus loin que cette stigmatisation? C'est très divers, et même en arrivant à rêver plus loin cette stigmatisation, la stigmatisation est toujours présente, puisque l'enjeu c'est d'en sortir. Ce qui nous a frappé par exemple, c'est que plusieurs jeunes nous ont dit que, et en particulier des jeunes femmes, qu'elles se projetaient à l'avenir à Dubaï. Et pourquoi Dubaï? Parce que Dubaï c'est un endroit où
pour elles, on peut porter le voile sans être stigmatisé. Et certaines nous ont dit aussi qu'elles se projetaient en Grande-Bretagne, à Londres. Et pourquoi Londres? Parce que à Londres, eh bien, elles ont le sentiment qu'il n'y a pas la stigmatisation qu'on peut connaître en France. Donc même les projets d'avenir où on essaie de sortir de la situation sont marqués par la situation à partir de laquelle on les élabore. Et effectivement, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tous ces jeunes, enfin la plupart de ces jeunes se projettent dans l'avenir, qu'ils ont des rêves et que leurs rêves ne sont sans doute pas, pour une part, très différents des rêves de la jeunesse ordinaire, bien que nous aussi on ait travaillé sur une jeunesse ordinaire, mais qu'on met toujours dans une case spécifique. Donc il y a des rêves d'études, il y a des rêves de départ, il y a des rêves de voyage, et en particulier chez les filles, c'est très frappant de voir que toutes les filles se projettent comme dans une vie où elles seront autonomes, où elles auront un travail, où elles seront indépendantes. Et donc on est très loin quand même d'un certain nombre d'images très caricaturales qui montrent les filles comme étant enfermées dans des schémas, notamment dans des schémas religieux. On voit qu'elles se projettent toutes et qu'elles vont négocier, qu'elles ont une capacité de négocier leur avenir de façon souvent plus forte d'ailleurs que les garçons. Ces rêves, ces possibilités que les jeunes que vous avez interrogés se donnent, elles sont basées sur quoi, d'après toi? Est-ce que c'est plutôt basé sur la présence d'un cadre collectif, comme par exemple l'État via l'école ou via les études supérieures, ou est-ce que c'est plutôt la volonté de croire dans leurs capacités individuelles? On est dans, je pense les deux. Je pense que cette jeunesse-là, comme la jeunesse en général, elle a absorbé un certain nombre d'idées néolibérales, d'idées du marché, de la réussite individuelle, même si en même temps on montre qu'il y a beaucoup de formes d'engagement, mais qui sont des engagements en fait individuels à des moments donnés, donc pas peu de construction associative, quoique oui, il y a aussi de la Collectif. construction collective, mais qui passe pas par par les formes, par les trajectoires qu'on a pu connaître dans les années 60 ou 80 par exemple. Donc cette jeunesse-là, oui, elle est touchée aussi par des formes d'individualisation, mais elle est aussi marquée par une socialisation collective. Elle est tout à fait consciente de ce que lui apporte l'État, les services publics, et donc de ce dont elle peut bénéficier, mais en même temps de la façon dont elle est traitée par cet État et par ses services publics. Justement, tu le dis, vous le dites plusieurs fois dans le livre, que ces jeunes ont une conscience aiguë des inégalités. C'est dans le chapitre sur la politique, mais dans le même temps, vous dites aussi qu'ils sont excessivement défiants vis-à-vis des partis et de la politique traditionnelle. La mairie, leurs députés, etc., ça les intéresse pas? Ou plutôt, est-ce que c'est la mairie et leurs députés qui ne s'intéressent pas à eux? Ils ont l'impression, oui, qu'ils voient les responsables politiques au moment des élections. Ça, ils le disent tous, et que finalement, ils ont peu de prise sur ce système politique dans lequel ils se sentent peu représentés. Mais alors, quand même, vous interrogez de 2 jeunes ou 3 jeunes qui se sont engagés, par exemple, dans les élections municipales. Oui, ça nous a pendant la recherche, effectivement, il y a eu les élections de 2020, voilà. Et en 2020, donc et on a 5 jeunes, sur les 100 jeunes avec lesquels on a travaillé, qui se sont présentés aux élections. Mais ils se sont tous présentés hors parti. Dans des listes de droite ou de gauche, plutôt de gauche en général. Et on est allé les chercher en fait pour leur parcours individuel, pour leur engagement, et ils se sont présentés en se disant que ils allaient représenter les quartiers populaires et les jeunes, parce qu'on entendait peu leur voix, et c'est ce que disent d'ailleurs les deux témoignages, le témoignage de Djeneba notamment à Aubervilliers, et les témoignages d'Ahmed à Vers-Saint-Denis. Et donc ça montre que en même temps cette disjonction avec le système politique, c'est pas quelque chose qui est donné par avance, et que tout un travail politique avec des jeunes, en les plaçant au cœur
du débat politique et en leur donnant des responsabilités, en étant capable de les entendre, eh bien, peut produire aussi de la représentation. Alors, il y a d'autres formes d'engagement que la politique. Tu en as un peu parlé tout à l'heure. Heureusement d'ailleurs qu'il y a d'autres formes d'engagement que la politique. Mais vers où elles vont, vers où vont ces jeunes en fait lorsqu'ils veulent s'engager? Et aussi, pourquoi est-ce que ces autres formes d'engagement, tu parles de maraude et d'autres engagements associatifs, pourquoi est-ce qu'elles sont aussi souvent stigmatisées jusqu'à être considérées comme du communautarisme parfois? Oui, alors d'abord, quand on a demandé aux jeunes s'ils voulaient travailler sur la question de l'engagement, on n'a eu aucun succès. Ça les intéressait pas. Et puis, ils nous ont dit, tiens, on veut travailler sur les gilets jaunes, parce qu'on était en pleine période de gilets jaunes. Et là, en travaillant avec eux sur les gilets jaunes, ben, il y a une table ronde qui est publiée dans l'ouvrage, eh bien, sont sortis plein de formes d'engagement, mais que les jeunes n'appellent pas engagement. Donc ça, c'est déjà un point important. Et on s'est aperçu qu'effectivement, quasiment tous les jeunes de la recherche avaient participé à des maraudes, c'est-à-dire le fait d'aller donner de la nourriture, des couvertures à des personnes en difficulté, à des réfugiés dans Paris, ce qui est quand même voilà, assez paradoxal, c'est-à-dire des jeunes de quartiers populaires prennent en charge la solidarité dans Paris. Et ce sont des formes de solidarité qui sont organisées de façon souvent très spontanée. Hein. Voilà, chaque jeune va donner 20 euros, on va faire un repas et puis on va le porter. Quelquefois de façon un peu plus organisée, comme on voit avec un témoignage à Nanterre, mais c'est chaque fois des engagements ponctuels en fait. Hein. On va participer à une maraude, on va s'inscrire par WhatsApp, mais c'est pas forcément dans la régularité. Donc ça montre que les valeurs de solidarité sont très fortes parmi ces jeunes et elles se déploient aussi dans d'autres espaces. Des jeunes, par exemple, qui vont aller faire de l'aide humanitaire au Mali, planter des arbres. Voilà, toutes ces formes-là sont très sont très importantes. Et effectivement, elles sont souvent vues de façon un peu négative. Je me souviens d'une intervention de la maire de Paris qui disait qu'il fallait réguler les maraudes parce que voilà, c'était pas propre dans Paris. Et donc, c'est vu effectivement comme étant quelque chose de communautaire, de fermé, alors qu'au contraire, on est dans l'ouverture face à la société. Et donc, ça montre que ces jeunes sont pas du tout inintéressés par ce qui se passe dans le monde, le monde dans le monde qui est très près de chez eux, mais aussi dans un monde très lointain. Alors justement, ce rapport au territoire, c'est quelque chose d'important. Quand on interviewe des jeunes de quartiers populaires, revient souvent la question de l'enclavement. Vous en parlez aussi dans votre ouvrage. La gauche dénonce souvent cet enclavement, mais est-ce que c'est quelque chose que les jeunes expriment vraiment, qu'ils éprouvent au quotidien? On parle souvent des frontières entre Paris et la banlieue, mais j'ai l'impression que sur le chapitre qui est consacré, vous battez un peu en brèche cette opposition. Oui, d'abord parce qu'il y a de grandes différences selon les quartiers. Si on habite à Pantin ou à Aubervilliers, on est aux portes de Paris. Si on habite à Corbeil ou à Clichy-sous-Bois, on est déjà dans une situation beaucoup plus enclavée. Ce qu'on montre, enfin ce que les jeunes montrent, parce que c'est eux qui l'ont écrit et qui l'ont travaillé, c'est qu'en fait il y a une très grande mobilité des jeunes dans l'espace parisien et pas seulement de la banlieue vers Paris, mais entre espaces de banlieue pour organiser des tournois de foot, pour aller fréquenter les centres commerciaux, pour aller manger voilà avec son petit copain dans un restaurant spécifique. Donc et cette mobilité est très importante. C'est aussi une mobilité familiale d'ailleurs, hein, parce que les familles habitent dans plusieurs lieux de la région parisienne et donc on n'est pas du tout dans voilà une situation où on aurait des jeunes qui seraient dans un enclavement, qui se déplaceraient pas du tout. Ils utilisent à la fois l'espace parisien et à la fois l'espace du Grand Paris. Et ce qui était d'ailleurs assez intéressant, c'est de voir que des jeunes du 18e arrondissement à Paris nous expliquaient qu'ils allaient faire leurs courses à Aubervilliers, dans le centre commercial d'Aubervilliers, qu'ils allaient manger dans un restaurant à Bondy. Et donc, il y a des espaces qui sont des espaces communs. Et il y a aussi de la mobilité des jeunes habitants dans des quartiers populaires de Paris vers la banlieue. Donc je pense que on est loin effectivement de cette image un peu figée hein, qui opposerait simplement Paris à la banlieue.
J'ai une dernière question, Marie-Hélène, c'est revenir sur un mot que tu as utilisé en introduction, qui est celui de populaire. C'est vrai que le mot est quand même très polysémique, hein. Mm, À la fois, tu disais que les jeunes que vous avez interviewés associaient plus ça au fait d'être connus, en mm, fait, que au caractère, qu'à la racine, en fait, de mm. populaire qui viendrait du peuple. Pour toi, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire ce mot? Est-ce qu'il faut, il est très utilisé en politique, notamment à gauche, hein, Mm. je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon, qui parle d'union populaire, ou Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste, qui parle souvent du populaire. Est-ce que pour toi, c'est encore un terme qui a du sens, ou est-ce que, bah, comme les jeunes, il Mm. faut penser à autre chose? Pour moi, c'est un terme qui a du sens au pluriel. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas un peuple qui serait homogène et voilà, mythifié. Il y a des classes populaires qui sont traversées de tensions, de contradictions. Et d'ailleurs, les jeunes, quand on leur demande de décrire leur quartier, la première chose qu'ils disent, c'est un quartier diversifié. Donc il y a une grande une diversité à la fois ethno-raciale, à la fois dans les situations socio-économiques, dans les trajectoires, dans les modes de vie. Et on l'a bien vu, par exemple, au moment des Gilets jaunes, hein, dans les rapports entre les Gilets jaunes et des mouvements voilà, plus classiques des banlieues populaires. Donc on n'a pas un peuple. Il y a effectivement des classes populaires qui sont situées en bas en bas de l'échelle en bas de l'échelle sociale. Toute la question est de savoir comment ces groupes peuvent ou non à un moment s'unifier, enfin ou faire alliance autour d'un certain nombre de revendications et de points communs. Et dans la recherche là, on voit bien qu'à la fois il y a des expériences communes et à la fois il y a aussi des tiraillements, des tensions entre groupes. Euh, Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci à toi.